Bonjour, bienvenue à cette série d'exercices sur les transistors bipolaires en régime statique. Donc je vous rappelle que cette formation entre dans le cadre d'une sorte de formation à distance. Donc bien évidemment, j'ai réservé pratiquement cette première série au régime statique et bien évidemment prochainement, je vais essayer de mettre sur la chaîne une autre série toujours sur les transistors bipolaires, mais cette fois-ci en régime des petits signaux. D'accord? Donc je commence la série par un premier exercice. Il s'agit d'un montage électronique appelé montage émetteur commun. Donc comme vous voyez sur le schéma, donc votre émetteur est repéré par la flèche. Donc votre, on va dire, montage ou votre émetteur qui est repéré par la flèche, qui est sortante, c'est un transistor NPN. Bien évidemment, l'émetteur, il est relié à la masse. Bon, parfois, il est relié indirectement à la masse par une résistance, mais là, nous avons notre émetteur, il est directement lié à la masse, c'est-à-dire l'émetteur, il est considéré ici comme une référence par rapport à laquelle on peut définir une autre entrée. Donc notre entrée, c'est base émetteur, et notre sortie, c'est collecteur, émetteur, enfin émetteur. Voilà. Et par conséquent, je peux voir ce montage-là comme un quadripôle avec une entrée, base émetteur et avec une sortie collecteur, émetteur. Donc, je suppose que la tension d'alimentation de ce montage-là, d'accord, il est de 12 volts. Bien évidemment, lorsqu'on alimente le transistor, c'est-à-dire on le polarise pour l'activer. D'accord? Donc toujours, le transistor a besoin d'une alimentation et cette alimentation va l'activer, va la polariser, ou bien va le polariser plutôt pour qu'il puisse fonctionner. D'accord? Et répondre aux différents objectifs du transistor. Donc, la tension VCC, il est de 12 volts. Le gain en courant, c'est un gain statique. C'est un rapport de courant collecteur, c'est-à-dire le courant de sortie sur le courant d'entrée IB. Donc le bêta, c'est IC sur IB. La tension entre la base et l'émetteur, il est de l'ordre de 0,7 volts. Et les résistances RC et RB, bien évidemment, ce sont des résistances d'ordre de grandeur largement différentes. Ben, c'est normal parce que le courant de base il est faible. Donc si on veut vraiment mesurer une certaine tension, on a besoin d'avoir une résistance assez élevée. Alors qu'au niveau de RC, généralement le courant IC il est supérieur à IB. Donc vous voyez, j'espère que vous avez bien compris cette différence en termes de résistance. Et bien évidemment, ce qu'on cherche, c'est de calculer le courant qui passe dans la base, le courant qui passe dans le collecteur et bien évidemment la tension entre le collecteur et l'émetteur. Donc ce montage-là, il est à base d'un transistor et ce transistor, il est de type NPN, vu que la flèche au niveau de l'émetteur, c'est une flèche sortante. Donc, on va passer à la solution. Donc, je considère que, je suppose que pour faire le calcul, je vais travailler dans un premier temps avec le circuit repéré par la couleur rouge, hein, par les flèches rouges. D'accord? Donc, mon circuit, il sera composé de générateurs VCC, de la résistance RC, de la résistance RB et puis de la tension VBE. C'est-à-dire, je vais appliquer la loi de May ici. Donc la loi de May ici dit que la tension VCC égale à la tension au bout du fil, c'est rien, c'est 0 volts,
plus la tension en borne de la RC, plus la tension en borne de la RB, plus la tension VBE, et bien évidemment, je termine avec, on va dire, la tension de référence, qui est toujours le 0 volt. Donc, après simplification, je trouve l'expression suivante, et là, je vais remplacer chaque tension par son expression, la loi d'Ohm. Donc, VCC, ça nous donne RC fois le courant qui traverse le RC, plus la tension en bord de RB qui est RB fois le courant IB, plus la tension VBE. Donc, là, je vais appliquer à ce point-là la loi de nœud qui dit que le courant I sera partagé entre un courant IB et un courant IC. Et j'utilise cette relation de gain statique. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de calculer finalement le courant IB. D'accord? Donc dans cette expression, il y a, on va dire, il y a deux inconnus. Il y a le IC, il y a le IB. Donc j'utilise cette relation-là. Comme ça, j'ai une expression où la seule inconnue, il est le courant IB. Donc je remplace et je trouve cette relation-là. Et bien évidemment, je vais essayer de regrouper le IB de ce côté à droite et les autres termes à gauche. Donc voilà, je factorise par IB. Et finalement, le IB sera le rapport de VCC moins VBE sur RC facteur de bêta plus 1 plus RB. Et on passe à l'application numérique. Donc je vais remplacer chaque terme par sa valeur numérique. D'accord? Et après calcul, d'accord? Donc il y a un peu de détail. Après calcul, j'obtiens le courant IB, il est de l'ordre de 61,88 microampères. Donc c'est un courant relativement, il est très très faible. D'accord? Donc le courant de base il est toujours faible vu que le transistor il est formé par les trois semi-conducteurs. Mais le semi-conducteur central, qui est la base, il est très très petite en termes de superficie et en termes de dopage, il est très très faible, ce qui nous donne un courant IB qui est relativement faible. Donc passons par la suite au courant IC. On va appliquer la relation du gain statique. D'accord? Donc ça nous donne un courant relativement important par rapport au courant IB. Et on passe maintenant au deuxième circuit, mais cette fois-ci, toujours la tension VCC, la résistance RC et la tension collecteur-émetteur, et puis la masse. Cette fois-ci, je vais essayer d'appliquer toujours la loi de May, et qui me donne que VCC, c'est la tension au bord de RC, plus la tension VCE, d'accord? Et par application de la loi d'Ohm, hein, j'obtiens VCC égale à RCI plus VCE. Et toujours le courant I sera la somme du courant qui passe dans le collecteur et du courant qui passe dans la base. Et maintenant, on peut laisser de ce côté-là la tension VCE et ramener le reste à gauche. Ce qui va nous donner que VCE égale à cette expression-là, et par application numérique, j'ai toutes les valeurs. Donc je fais un petit calcul et j'obtiens une tension entre le collecteur et l'émetteur qui est de l'ordre de 9,98 volts. Donc voilà toutes les questions et toutes les réponses des trois questions. Et je passe au deuxième exercice. D'accord? Donc je prends un montage électronique, toujours à base d'un transistor NPN.
alimenté avec un générateur de tension VCC de 12 volts. Et je suppose que le gain en courant statique, il est de l'ordre de 100 et que la tension entre la base et l'émetteur, il est de 0,7 volts. D'accord? Donc je considère que le courant qui traverse la résistance RC est de 100 mA. Et bien évidemment, la première question, c'est de calculer la résistance RB. Bien évidemment, dans les conditions où j'ai un courant qui traverse RC, il est de l'ordre de 100 mA, et pour une résistance RC de l'ordre de 60 ohms. Deuxième question, si on fait varier la résistance RB, bien évidemment, le courant IB va varier et le courant IC également va varier, vu que le courant IB et le courant IC sont liés. Et là, lorsque notre courant IB varie et lorsque notre courant IC varie, on va dire qu'à un certain temps, lorsqu'on arrive à une certaine valeur, on va dire de VCE, à une certaine valeur, on va voir que le transistor arrive à son état de saturation. D'accord? Donc, comme c'est mentionné dans les cours des transistors. Donc, si je prends un cours de transistor, on voit un schéma très très important. C'est les caractéristiques du transistor, caractéristiques de sortie, c'est-à-dire le courant IC en fonction de VCE, le courant IB en fonction de VBE, c'est la caractéristique d'entrée, et puis ce qui reste, c'est le gain en courant et le gain en tension. Donc, on va voir, si je prends ce schéma-là, on va voir que nous sommes en présence d'un certain nombre de régimes. Régime le blocage, lorsque le courant IB est nul, ça va nous donner un courant IC égal à 0. D'accord? Et puis le régime de saturation. D'accord? Ce régime de saturation s'établit pour une certaine valeur de IB, une certaine valeur du IC, et pour certaines valeurs de VCE qui est relativement faible. D'accord? Bien évidemment. Et la dernière question, c'est on demande quelle est la valeur de RB pour saturer le transistor. Donc là, si on veut répondre à notre première question, d'accord, on va considérer notre montage et on va prendre le circuit VCC, RC et RB, hein, VCC plutôt RB et VBE, hein, le grand circuit, ce grand circuit, et j'applique la loi de May, d'accord, et j'applique cette relation du gain statique, et je remplace, donc ça nous donne que VCC, c'est RB IC sur bêta plus VBE, et là j'essaie de laisser IC de ce côté-là, hein, je le ramène ici, je ramène bêta, ce qui va nous donner une résistance RB qui a l'expression suivante. Donc maintenant, l'application numérique, on veut un courant IC de 100 mA pour un gain bêta de 100 et pour une tension d'alimentation de 12 et pour une tension VBE de 0,7. Donc je retiens la valeur de RB, la valeur suivante. Donc c'est une valeur qui est très importante vu que le courant qui traverse la base est un courant qui est relativement faible. Passons maintenant à la deuxième question, c'est de calculer le courant de saturation, le courant IC. Donc on va considérer cette fois-ci le courant de sortie, c'est-à-dire la tension d'alimentation, la résistance RC et on va dire collecteur-émetteur à travers la tension VCE, et on va appliquer la loi de May qui nous donne que VCC c'est RC fois IC
plus la tension VCE. Et donc IC égale à VCC moins VCE sur RC. Donc en régime de saturation, comme vous allez voir ici, donc là c'est une caractéristique de transistor. Donc cette partie-là, ce cadran, c'est réservé pour la sortie. Ce cadran, il est réservé pour l'entrée. Et ce cadran, c'est entre la sortie et l'entrée en termes de courant, ou bien le gain. Et puis cette partie-là, c'est entre la tension de sortie et la tension d'entrée. On va dire que le sorte de gain en tension. Bien évidemment, la partie la plus importante ici, c'est la caractéristique de sortie qui a été représentée pour différentes valeurs de IB. Pour la première valeur IB égale à 0, ça donne IC égale à 0. D'accord? Donc c'est le régime de blocage. Donc au fur et à mesure qu'on fait varier le courant IB, on remarque bien que IC augmente progressivement jusqu'à atteindre une certaine valeur où, on va dire, le courant il se stabilise. Hein? Il se stabilise à une certaine valeur. C'est-à-dire là, dans cette région-là, on a ce qu'on appelle le régime de saturation. Donc ce régime de saturation, si on fait une projection, ça va correspondre à une tension VCE, il est très très faible. C'est-à-dire on peut négliger la tension VCE devant la tension VCC. D'accord? Et donc le courant IC va tendre vers le courant ISAT égal à VCC sur RC. Donc l'application numérique, 12 volts sur 60 ohms, ça nous donne un courant de l'ordre de 0,2 ampères. Ou bien, si on veut vraiment respecter les ordres des grandeurs, toujours IB, on l'exprime en microampères, et les IB et les IC, on les exprime en fonction de milliampères, également les courants IE, dont l'émetteur. Donc, en régime de saturation, le IC tend vers le courant de IC de saturation, le IB tend vers le courant IB de saturation, et le courant IB de saturation, on peut appliquer la relation du gain statique qui nous donne que IB de sat, c'est de l'ordre de 2 milliampères ou bien 0, ou bien on va dire 2000 microampères. Bien, on le laisse ici comme ça. Et si on veut calculer la résistance de RB de saturation, on va appliquer cette relation, la loi de May. RB tend vers RB de saturation, IC tend vers IC de saturation, et en essayant de laisser de ce côté-là la résistance RB de saturation, ça nous donne l'expression suivante. Par application numérique, on remplace chaque terme par sa valeur, et on trouve que la résistance RB de saturation, c'est 5,65 kΩ. Passons maintenant à un autre exercice. D'accord? Donc j'ai un montage, toujours d'un transistor. C'est un montage en émetteur commun. Là, j'ai mon émetteur, il est relié à la masse via une résistance. Et donc toujours la base avec l'émetteur, il est considéré comme une entrée du montage. Et le collecteur avec l'émetteur, il est considéré comme une sortie de ce montage. Donc, la tension VBE, il est de l'ordre de 0,7. Et ce transistor, il est relié à 3 résistances, RB, RC, RE, et il est polarisé par une source de tension VCC de ce côté-là et par une source de tension de ce côté-là. Donc là, ici, c'est une autre manière de polariser un transistor. Sachant que dans la polarisation des transistors, soit on polarise avec une seule source de tension, comme le cas précédent, soit on polarise avec 2 sources de tension, comme le cas ici, et le troisième montage, c'est à base on va dire, d'un pont de résistance.
hein. Il y a trois manières globales pour polariser un transistor, soit à travers une seule tension, un seul générateur, soit à travers deux générateurs de tension, soit à travers un pont de résistance du côté de la résistance RB, enfin du côté de la base. Donc ici, c'est un type parmi d'autres types de polarisation des transistors. Et notre objectif, bien évidemment, c'est de calculer le courant IB, le courant IC, le courant IE et la tension VCE. Et bien évidemment, c'est très simple. Il suffit d'appliquer les lois de May. Il suffit de placer toutes les relations que vous voyez utiles. D'accord? Bon, il y a plusieurs manières. L'essentiel, c'est d'utiliser les lois de May. Et si on veut utiliser les lois de May, on doit préciser les circuits qu'on va utiliser. Donc il y a soit on utilise ce circuit, soit ce circuit seul, soit ce grand circuit. Donc chacun a sa façon de voir les choses, mais l'essentiel c'est d'arriver à de bons résultats. Donc on suppose que VBB égale à 4 volts, VCC 12 volts, RB, RE et RC, ils ont ces valeurs suivantes, et la tension VBE, il est de l'ordre de 0,7 volts. Et le gain statique, il est de l'ordre de 100. Donc là, on va essayer de travailler avec le circuit d'entrée, c'est-à-dire délimité par le générateur VBB, la résistance, la tension entre base émetteur et la résistance RE. Donc en appliquant la loi de May, ça nous donne que la tension VBB, c'est la tension en bord de RB, plus la tension VBE, plus la tension en bord de RE. Et je remplace chaque tension par son expression, par la loi d'Ohm, en remplaçant IC par bêta IB, et le courant émetteur, comme c'est connu, c'est une relation qui est connue, l'émetteur, c'est, on va dire, la source dans le transistor, hein. Il va délivrer un courant qui va se partager, une partie vers la base, une partie vers le collecteur. Donc IE égale à IC plus IB. Et là, je vais remplacer dans cette expression IE par son expression, là voilà. Et je vois bien que dans cette expression, j'ai que le courant IB qui est inconnu. Donc je vais regrouper tous les courants IB du côté d'un côté et le reste de l'autre côté. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc ça nous donne que IB égale à VBB moins VBE sur la suite. Voilà. Donc application numérique, je remplace chaque terme par sa valeur et on obtient un courant IB de l'ordre de 23,4 microampères. Donc c'est toujours l'ordre de grandeur des courants IB qui est relativement faible. Et si on veut calculer IC, on va appliquer la loi, le gain statique, IC égale à bêta IB. Donc par application numérique, ça nous donne une valeur de 2,34 mA. Reste le courant IE, on va appliquer la loi de nœud, c'est que le courant IE, c'est la somme du courant IC plus le courant IB. Donc je fais la somme des deux, et j'obtiens un courant qui est de l'ordre de 2,36 mA. Donc, vous voyez un petit peu que IC et IB et IE sont pratiquement les mêmes, hein. C'est toujours le IC et le IE, ils ont le même ordre de grandeur parce que le IB, il est très très faible. Maintenant, ce qui reste, c'est la tension VCE. Cette fois-ci, je vais prendre le circuit de sortie, c'est-à-dire il est composé par la tension par le générateur VCC, par la résistance RC, par le collecteur, par l'émetteur et par la résistance RE. Donc j'applique cette loi et j'essaie de laisser VCE seul de ce côté-là et je ramène tous les autres termes, on va dire, de ce côté-là. Donc ça nous donne que VCE, c'est VCC
moins RCIC, moins REIE. En remplaçant chaque terme par sa valeur, on obtient une tension VCE de l'ordre de 7,29 volts. 7,29 volts. Passons maintenant à un autre exercice. D'accord? Donc là, l'objectif de l'exercice, c'est de déterminer le point de fonctionnement du transistor. Bon, on va dire que le point de fonctionnement, c'est l'intersection entre la caractéristique de sortie et, on va dire, et l'équation qui relie la tension de sortie et le courant de sortie. D'accord? Donc, on appelle ça le point de fonctionnement, c'est un point qui traduit l'intersection entre ces deux choses. Donc, je répète, je sais la caractéristique, on l'a déjà vu, la caractéristique de sortie, c'est IC en fonction de VCE. D'accord? Donc j'ai la caractéristique du transistor et je vais chercher l'équation de charge du montage, c'est-à-dire IC en fonction de VCE. D'accord? Donc il y a deux choses. Il y a l'équation du montage, d'accord? Il y a la caractéristique du transistor sorti. Donc leur intersection, ça nous donne un point de fonctionnement. D'accord? Par conséquent, on veut le point de fonctionnement du transistor, sous réserve que j'ai un certain nombre de données, RE, RB, la tension VCC, et puis le gain bêta, et puis la tension VBE. D'accord? Donc, je vais prendre cette fois-ci le grand circuit. J'applique la loi de May. Donc, et j'applique cette relation, la loi de nœud. Le courant IE, c'est la somme de IC plus IB. Je remplace IC par son expression. Donc, VCC égale à RBIB plus VBE plus A. Bien évidemment, je vais essayer de remplacer IP en fonction de IC. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est de trouver une équation de charge qui relie la tension VCE avec le courant IC. Donc, ici, notre objectif, c'est pas de faire une représentation graphique, mais c'est de calculer ce point de fonctionnement. C'est-à-dire le point de fonctionnement, ici, ce sera le couple du courant IC et de la tension VCE. Donc, dans un premier temps, je vais calculer le courant IC, et par la suite, je vais calculer VCE, et je peux prendre ces deux valeurs et les placer dans la caractéristique de sortie du transistor que vous avez vu il y a quelques instants, et ça peut nous aider à déterminer le point de fonctionnement à l'entrée, et le point de fonctionnement correspond au gain, ainsi de suite. D'accord? Donc un seul point de fonctionnement, on peut le projeter dans les trois cadrans qui restent au niveau de la caractéristique, et ça peut nous aider à déterminer ce qu'on veut déterminer comme point de fonctionnement, soit au niveau de l'entrée, soit au niveau de la sortie, etc. Donc ceci va nous amener, cette équation va... Donc comme j'ai dit, cette équation va nous ramener vers la détermination du courant ici. D'accord? Donc après, on va mettre ici en facteur. Voilà. Et je vais ramener ce terme VBE de ce côté-là. Voilà. Et IC sera égal à VCC moins VBE sur ce qui est entre parenthèses. Et je peux l'écrire autrement. Voilà. Ainsi de suite.
D'accord? Application numérique, je remplace chaque terme par sa valeur. Donc, et finalement, on obtient un courant IC qui est égal à 8 milliampères. Reste, on va dire, la deuxième caractéristique de point de fonctionnement. La deuxième valeur de point de fonctionnement, c'est la tension VCE. D'accord? On va la calculer en utilisant le circuit formé par le générateur VCC, collecteur, émetteur et la résistance RE. En appliquant la loi de May, on trouve cette expression VCC égale à VCE plus RE-IE. Et je remplace IE par la somme de courant IC plus IB. Et je remplace IB par IC sur bêta. Là. Et donc, on trouve VCE égale à 5,96 volts. D'accord, donc maintenant, nous avons notre point de fonctionnement qui est un couple du courant IC et de tension VCE. D'accord, donc c'est notre point de fonctionnement. C'est là où le transistor il va fonctionner d'une manière, on va dire, très très parfaite. Et bien évidemment, on peut le définir également au niveau de l'entrée. Mais comme j'ai dit, il faut que je le positionne en sortie de notre transistor. Je peux juste faire une projection à tous les cadrans qui restent et je peux déterminer graphiquement notre point de fonctionnement, mais cette fois-ci au niveau de circuit d'entrée. Un autre exercice, cette fois-ci, comme je vous ai dit, c'est une autre polarisation du transistor à travers un pont de résistance R1, R2 au niveau de la base. Et on vous demande toujours de calculer le point de fonctionnement IC et VCE. Donc, on suppose que les courants qui traversent les résistances R1 et les résistances R2 sont négligeables devant le courant traversant la base. Et bien évidemment, les autres valeurs des résistances, de la tension VCC, de la tension VBE et du gain VBE. Bon, là c'est une erreur parce que c'est le courant de base. C'est le courant de base qui est très très faible par rapport au courant qui traverse R1 et par rapport au courant qui traverse R2. Et c'est pas l'inverse. Donc on suppose que le courant de base, il est négligeable par rapport au courant qui traverse R1 et le courant qui traverse R2. Donc là, c'est une mauvaise phrase, mal formulée. D'accord? Donc c'est ce que nous allons voir par la suite. Donc voilà, j'ai essayé de représenter le courant I1, le courant I2, les tensions VR1, VR2, ainsi de suite. Donc, et là, je vais prendre mon circuit composé par la source VCC, la résistance R1, base émetteur, et RE. D'accord? Donc notre premier circuit, c'est VCC, R1, base émetteur, RE. On va appliquer la loi de May. Donc VCC égale à R1 égale à VR1 plus VBE plus RE-IE. Donc en remplaçant VRE, VR1 par son expression, ça nous donne R1-I1. Je prends également
un autre circuit, cette fois-ci, c'est formé par R2, base, émetteur, RE. J'applique la loi de May ici. Ça nous donne que la tension VR2, qui est égale à R2I2, égale à VBE plus RE-IE. La loi de nœud nous dit que, ici, j'ai un nœud qui dit que le courant I1, il sera partagé en un courant IB et un courant I2. Donc I1 égale à I2 plus IB. Donc c'est ça l'approximation, c'est que le courant de base, il est très très faible par rapport à I1. Également IB, il est très très faible par rapport à I2. Donc la phrase de l'énoncé, elle est fausse. Donc ce qui va nous donner que le courant I1, il est pratiquement égal au courant I2, égal à un certain courant I. Et là, on va dire que en appliquant cette première relation, VCC égale à R1 fois I1 ou bien I2 ou bien I, plus VBE, plus RE-IE. Donc, finalement, on cherche le courant I. C'est ce que vous voyez ici. Bien évidemment, notre objectif, c'est de toujours déterminer le point de fonctionnement, c'est-à-dire le couple IC-VCE. Donc, I, on a trouvé la valeur de I. Voilà, la valeur de I. Donc, VCC égale à R1 fois I plus VBE plus RE-IE. Maintenant, la seule inconnue, ou les seuls inconnus, ce sont IC, IB. Mais comme je sais la relation, je connais la relation entre IB et IC, on va dire que IE égale à IC plus IB. Donc voilà, et j'applique cette relation du gain statique. Et finalement, j'obtiens une expression où il n'y a que le courant IC comme inconnu. Là, j'essaie de mettre les IC du côté. D'accord? Donc IC de côté. Donc c'est un peu de détail. Bon, c'est un détail utile. Alors, bon, c'est un petit peu de détail. Et voilà ce qu'on cherche. C'est du IC. Voilà l'expression de IC. En faisant l'application numérique, ça nous donne 11,4 sur 1206. Et finalement, c'est un courant de... Bon, IC, ça, c'est un mauvais calcul. Donc ça a changé. C'est une valeur qui est fausse. Un courant n'est pas en volts. Et un courant IC ne peut en aucun cas atteindre cette valeur de 9. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait. L'essentiel, à ce niveau-là, tout va bien. 11,4 volts sur 1206 ohms. Donc, ça va nous donner des 0,0, etc. 9,45. Donc là, c'est une erreur quelque part. Reste maintenant à calculer la tension VCE. On va prendre le circuit VCC, RC, collecteur, émetteur, RE. On applique la loi de May ici. D'accord? Donc là, absolument, je n'ai absolument aucun problème, aucune inconnue. Hein? VCC connu, RC connu, IC il est connu, VCE c'est l'inconnu, et RE, IE ils sont connus. Donc a priori, le calcul est très simple. Donc ça nous donne une valeur de 9,32 volts. Passons à l'exercice 6. Là, je vais considérer cette fois-ci un transistor d'Arlington. Donc, l'objectif de ce transistor, c'est de réaliser, on va dire, une sorte de transistor ou sorte de montage avec un gain très très élevé. D'accord? Donc, si on veut vraiment avoir un gain, un très très grand gain, on peut mettre deux transistors. On peut mettre deux transistors, l'un
derrière l'autre, d'accord? Par exemple, l'émetteur du premier, il est relié à la base du deuxième, et donc les gains en courant vont se multiplier. Donc c'est ça ce qu'on appelle le transistor de Darlington. Donc on peut mettre soit de transistors NPN, comme le cas ici, comme on peut mettre deux transistors PNP. D'accord? Donc là, je considère que j'ai deux transistors bipolaires, B1, E1, C1, B2, E2, C2. Chaque transistor a un gain statique, bêta 1, bêta 2. On suppose qu'ils ont les mêmes tensions base émetteur de 0,7 volts. Et on veut déterminer dans un premier temps le courant IB1, IC1, la tension VCE1, E1, VC1, E1. Et dans un second temps, on va calculer la même chose pour le deuxième transistor IB2, IC2 et VC2, E2. Donc on donne quelques valeurs, RB1, VCC, VBB, RC1, RC2, ainsi de suite. D'accord? Donc là, je prends notre montage. Donc je prends notre montage, le voilà. On va calculer le courant IB1 et IC1. On va appliquer, on va dire les lois de maille. Donc VBB, si je prends la maille suivante, si je prends le circuit suivant, donc VBB c'est RB1 IB1 plus VB1 E1 plus VB2 E2 et puis je m'arrête. D'accord? Donc je répète, VBB, cette tension ici, c'est celle-là, RB1 IB1 plus VB1 E1 plus VB2 E2. Voilà. Donc, je peux regrouper les tensions entre elles. Ça nous donne un courant IB1 qui est donné par l'expression suivante. Et en faisant l'application numérique, on trouve un courant IB1 égal à 3,4 microampères. Donc, on peut facilement calculer le courant IC1 vu qu'on connaît le gain statique du premier transistor. Donc IC1 égale à bêta 1 IB1. En faisant le calcul, on trouve que le courant IC1 il est de l'ordre de 0,34 milliampères. Passons maintenant au calcul de la tension VC1E1, évidemment. Et donc, si on veut la calculer, on va essayer d'appliquer toujours la loi d'Ohm ou la loi de Maille au niveau du circuit composé par la tension VCC, la résistance RC1, collecteur C1, émetteur E1, B2, E2, et je reviens vers mon point de départ. Donc voilà le circuit que je vais utiliser. VCC, RC1, collecteur 1, émetteur 1, base 2, émetteur 2. Donc la loi d'Ohm au niveau de ce circuit nous donne l'expression suivante. Donc finalement, on peut dire que VC1E1, c'est VCC moins RC1 IC1 moins VB2 E2. Et bien évidemment, en faisant l'application numérique, on trouve que VC1E1 il est de l'ordre de 7,702 volts. Passons maintenant aux caractéristiques du deuxième transistor. On veut IB2, IC2, VC2E2. Donc, IB2, c'est le même courant IE1. IB2, c'est le même courant IE1.
Et IE1, c'est IB1 plus IC1. Et donc IC1, c'est bêta 1 IB1. Donc ça nous donne cette relation de IE1 qui est égale à IB2. Donc IB2, application numérique, ça nous donne cette valeur de 343,4 microampères. Maintenant, en appliquant le gain statique, bêta 2, ça nous donne que IC2 égale à 17,17 mA. Il reste maintenant la tension VC2E2, VCC égale à RC2 fois le courant IC2 plus VC2E2, et voilà. On applique ce petit circuit formé par le générateur VCC, RC2, collecteur 2, émetteur 2, et je reviens vers la masse. Voilà, donc j'ai la seule inconnue ici, c'est VC2E2. Donc ça nous donne que VC2 est de l'ordre de 1,93 volts. Passons maintenant au dernier exercice. Donc je prends un autre cas, un autre exercice. Je prends le montage suivant, toujours à base d'un transistor PNP cette fois-ci, et non pas NPN. Deux gains statiques bêta, de tension entre la base et l'émetteur, entre l'émetteur et la base. Là, j'ai un petit peu inversé le transistor. On a l'habitude toujours d'avoir l'émetteur en bas. Là, j'ai inversé. Rien ne va changer. Faire attention aux différentes tensions, aux différentes, on va dire, aux différents termes. Donc, je prends ce montage-là. Il est alimenté par une tension symétrique entre moins VCC et plus VCC. D'accord? Donc, je n'ai pas ici une référence, je n'ai pas ici une masse, mais c'est une alimentation moins VCC. Donc, on a pris l'habitude toujours de travailler avec des 0 volts et une tension d'alimentation. Là, on a pris deux alimentations différentes, moins VCC plus VCC. Et on va calculer cette fois-ci le courant IE, le courant IB, le courant IC et puis la tension VEC. D'accord? Donc, on suppose que notre gain statique il est de 100 et les autres résistances ils sont connues et VEB égale à 0,7. Donc, on va appliquer les lois de May. Donc, on va calculer IB, IE et IB. Donc, je vais prendre le premier montage, le premier circuit VCC, RE, émetteur, base, la masse. Donc, c'est ça mon premier circuit, VCC, RE, émetteur, base, la masse. En appliquant la loi de masse, ça nous donne que VCC égale à RE, IE, plus VEB, plus 0. Donc, ça nous donne que IE, c'est VCC moins VEB sur RE. Application numérique, ça nous donne la valeur de 4,65 milliampères. Passons maintenant au courant IB. On applique toujours cette relation IE égale à IC plus IB. IE égale à bêta IB plus IB. Donc IE égale à bêta plus 1 IB. Et comme ça, on peut dire que le IB, c'est IE divisé par bêta plus 1. Application numérique, ça nous donne une valeur de 46,04 microampères. Deuxième question, c'est calculer IC et VEC. D'accord? Donc là, c'est facile de calculer IC, étant donné que on a toujours le bêta et le courant IB déjà calculés. Il faut faire juste un calcul direct. Ça nous donne 4,604 mA. Maintenant, le dernier calcul, c'est de la tension VEC. Donc on va prendre le montage. Et là où il y a le problème, c'est que j'ai une tension VCC, une résistance RE, l'émetteur, le collecteur,
RC et moins VCC. Hein, j'ai ce circuit-là, délimité par la tension plus VCC et la tension moins VCC. Donc, en appliquant la loi de May, ça nous donne que VCC égale à REIE plus VEC plus RCIC moins VCC. D'accord? Donc, je suis parti de VCC vers le moins VCC. Donc, maintenant, je crois que nous avons tous les termes qui sont connus. Il suffit juste de regrouper et de laisser à part la tension VEC. Donc, VEC égale à ça, égale à 2 VCC, les deux VCC, moins REIE, moins RCIC. Donc je connais le VCC, je connais IE, je connais IC, je connais RC, RE. Donc reste à faire, c'est tout simplement de faire le calcul. En faisant le calcul, je trouve que la tension VEC égale à 6,096 volts. Bon, il y a quand même un autre exercice. Donc je prends un autre exercice à base d'un transistor NPN avec un gain statique bêta de 100, la tension base émetteur de 0,7 et alimenté de ce côté-là par une source de tension VCC et avec une tension VBB. Bon, il y a une sorte de redondance, hein, mais c'est bien de faire le calcul. Et là, il y a une autre question, c'est de calculer la puissance dissipée dans le transistor. Alors, la relation qui donne la puissance dissipée dans le transistor, c'est que la puissance dissipée dans le transistor, c'est le produit entre la tension VCE et le courant IC. C'est relatif à la sortie. C'est là où on va mesurer la puissance pour voir est-ce que vraiment notre circuit dissipe ou non de la puissance. Donc si on veut calculer la puissance dissipée au niveau du transistor, on est obligé de calculer la tension VCE et de calculer le courant IC. D'accord? Donc en appliquant la loi de May au niveau de l'entrée, VBB, et R au niveau de la résistance, au niveau de VBE, c'est-à-dire notre circuit sera composé par la tension VBB, une résistance et base et émetteur. En appliquant cette relation-là, on peut facilement tirer l'expression de IB. D'accord? IB égale à 0,3, donc c'est 0,03 mA. Et comme je connais la relation entre le IB et le IC, on peut facilement calculer le courant IC également. Voilà, 3 mA. Reste maintenant la tension VCE. On va prendre ce circuit, VCC, RC, collecteur, émetteur et la masse. En appliquant la loi de May, ça nous donne que VCE égale à VCC moins RC ici. En faisant l'application numérique, je remplace chaque terme par sa valeur et je trouve que VCE égale à 2 volts. Maintenant, j'ai le courant IC, j'ai la tension VCE. Maintenant, je peux déterminer facilement la puissance dissipée au niveau de mon transistor. Donc, c'est le produit entre les deux. En faisant l'application, on trouve que la puissance dissipée est de l'ordre de 6 mW. Alors voilà, la série touche à sa fin. Bon, j'attends vos commentaires, vos questions et rendez-vous la prochaine série sur les transistors en régime des faibles signaux ou des signaux à faible variation. Au revoir.